Ok, bah écoutez, nous allons débuter. Bon, eh bien écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire concernant notre Executive Masteria pour les managers innovants. L'objectif est d'échanger avec vous le plus possible. Donc je suis Philippe Mitton, responsable commercial du département Executive Education d'IMTBS et je suis accompagné aux manettes par ma collègue Elisabeth Benotto, qui est en charge de ce programme, mais avec qui certains d'entre vous ont peut-être déjà été en contact, ou le seront, j'espère, à l'issue du webinaire. Petite question, est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Oui, Ok. très bien. Oui. Donc, du coup, Oui. parfait. Une voix magnifique, je continue. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous proposer un temps d'échange avec nos intervenants, d'aller assez vite sur les slides pour aller à l'essentiel, vos questions. Donc, afin d'y répondre et de vous apporter le maximum d'infos sur l'Executive Master, que ce soit sur le contenu du programme, les modalités, la pédagogie, le projet fil rouge, et puis tous les sujets sont ouverts. On essaiera de privilégier l'interactivité au maximum. Pour tout ce qui concerne par contre des questions très spécifiques ou alors qui concernent notamment le financement de la formation, je vous invite en fait à reprendre contact directement avec nous, Elisabeth ou moi, à l'issue du webinaire. Ce sera plus facile pour traiter chaque cas particulier et répondre à vos problématiques. Par contre, il y a des micros qui sont ouverts. Donc, avant de commencer, enfin, pour commencer, je vais vous présenter les invités, vos interlocuteurs principaux. Et pour commencer, je vais inviter Isabelle Rousseau, alumni 2025. Déjà, je la remercie de nous consacrer du temps à l'occasion de ce webinaire pour apporter son témoignage et participer à l'échange. Et donc, Isabelle, avant d'apporter plus tard ton témoignage, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et peut-être lancer le teaser de ton témoignage à venir? Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Alors le teaser, y a-t-il besoin d'un teaser pour parler d'intelligence artificielle? Je dirais oui, il y a besoin. J'ai le temps ce soir parce que je ne suis plus en master, en cours. Ça, c'est la première info. Donc, il y a du boulot et vous allez voir quel est le programme. Et la deuxième chose, c'est est-ce que si vous êtes là, c'est que vous posez des questions sur l'intelligence artificielle et comment on va le faire et avec la manière, et je vous dirai ce que moi j'en ai fait. Ouais. Eh bien, merci Isabelle. Maintenant, je vais inviter nos directeurs de l'Executive Master, Marc de Combas et Emmanuel Baudouin, à se présenter. Marc, pour commencer. Ouais, bah Marc, donc moi de formation, je suis ingénieur docteur spécialisé en IA. J'ai un background donc académique. J'ai eu différentes expériences entrepreneuriales, une dans le domaine de la fashion tech et une dans la réduction des accidents du travail. Et j'ai 15 ans de projets humanitaires en parallèle. Et donc aujourd'hui, je fais partie, je fais beaucoup de formations et de conseils auprès de PME et de TI. Donc je vois beaucoup les besoins de terrain et m'occupe et je me préoccupe des sujets sociétaux, environnementaux et liés aux avènements des IA génératives pour donner les cadres de compétences de demain. Merci. Emmanuel. Bonsoir à toutes et tous. Donc Emmanuel Baudin, moi je suis enseignant dans le domaine de la gestion des ressources humaines. J'aurai le plaisir de vous accompagner pour celles et ceux qui le souhaiteront sur vos parcours professionnels et sur vos CV. Je suis chercheur depuis 25 ans sur les questions de transformation du travail, depuis 3 ans sur la transformation du travail par les intelligences artificielles. J'aurai ici l'occasion d'échanger avec vous sur ces sujets-là, notamment comme on l'a fait au cours d'aujourd'hui avec la promo en cours, avec le premier baromètre sur les salariés et les IA, un baromètre qui a été conduit sur un échantillon représentatif de 1000 salariés. Et puis sur la méthode AIDFC, dont on pourra reparler en termes de conduite du changement. Voilà. Et puis j'ai un dada depuis très longtemps, c'est que je crois au mélange de la tech et de la technologie. Preuve en est, il y a 25 ans, j'avais fait un double diplôme entre Toulouse Business School et Super-Héros. Parfait, merci. Pour suivre quelques mots sur IMTBS, donc là j'ai réduit à très peu de choses, mais en fait
Donc, IMTBS fait partie du premier groupe public de grandes écoles d'ingénieurs et de management de France, Institut Mintelecom, qui est composé de 7 écoles d'ingénieurs et de 4 écoles associées, dont la mission est de répondre ensemble aux défis de transformation industrielle, numérique et écologique, entre autres. Au sein de ce groupe, donc l'IMTBS est la business school du groupe, spécialisée en management de l'innovation et qui forme à l'intelligence digitale. C'est donc à ce titre que nous adressons aux entreprises, aux professionnels, non techniques entre autres, quels que soient les métiers, pour les accompagner dans ces transitions, mais aussi dans le développement des soft skills, qu'il ne faut pas oublier, indispensables au pilotage de ces transformations. Nous avons une autre position au sein d'un groupe d'écoles d'ingénieurs, et notamment notre proximité sur le campus d'Evry avec notre école sœur Télécom Sud Paris, nous permet d'affirmer des compétences hybrides ingénieur-manager et aussi de proposer des formations en lien avec les besoins des entreprises et des individus. Et c'est donc à ce titre que MTBS a toute légitimité à proposer cet Executive Master IA. Un mot sur un outil intéressant qui pourra potentiellement concerner certains d'entre vous, c'est l'IMT Starter. C'est l'incubateur numérique des écoles Institut Télécom Business School, Télécom Sud Paris et NCE, qui vient de fêter ses 25 ans d'ailleurs. Créé en 2000, en fait, il a déjà accompagné plus de 300 créations de sociétés, avec un taux de survie à 5 ans de 75%. Et donc, sa mission est d'accompagner les meilleurs entrepreneurs du numérique, de les aider à développer leurs projets et leur donner les moyens de leurs ambitions et de les guider vers le succès tant que faire se peut. J'en parle parce que ça ne concernera pas nécessairement pas tout le monde, il n'y a pas de fausses promesses, mais pour ceux qui auraient un projet entrepreneurial, développement de services produits, ça peut potentiellement être un outil, pour autant que vous soyez retenu aussi par l'IMT Starter. Quelques rappels sur le programme. Normalement, excusez-moi, vous avez dû déjà prendre connaissance de la plaquette du programme et d'un certain nombre d'informations, mais ici en résumé, c'est donc une formation orientée conduite de projets IA pour des profils non techniques, mais pour autant amenés à piloter un ou des projets d'IA dans les secteurs les plus divers. L'objectif, c'est de donner les clés pour comprendre les différentes technologies d'IA et en maîtriser le vocabulaire et les concepts clés. Mettre en place une veille efficace dans un domaine en constante évolution, on peut même dire en ébullition permanente. Vous donnez aussi la capacité d'aborder l'IA et son usage sous un angle critique, en ayant connaissance des limites, des biais, des détournements d'usage potentiels. Il y a de nombreuses illustrations aujourd'hui, des risques associés. Un point très important, vous donnez la capacité de proposer une approche sérieuse des enjeux éthiques et sociétaux. Et à ce titre, nous sommes concernés en tant que professionnels, mais aussi en tant qu'individus. C'est aussi comprendre les enjeux de données, point capital en ce qui concerne l'IA. Vous donnez les clés pour identifier les bons interlocuteurs et être en capacité d'échanger avec des experts en IA. Enfin, c'est aussi les moyens d'identifier comment l'IA peut répondre à des cas d'usage métiers concrets que vous aurez vous-même identifiés sur la base des clés qu'on va vous donner. Et puis, c'est aussi la capacité, au final, à mettre en place un cahier des charges sur un projet IA. Et les secteurs, il y en a quelques-uns qui sont listés ici, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas de secteur qui ne soit pas de près ou de loin concerné par l'IA, mais parmi ceux qui sont listés ici, nous avons eu un certain nombre de participants qui les ont représentés, que ce soit dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine du marketing, évidemment, du juridique, de la santé, bien entendu. On a eu des participants qui étaient dans le domaine de l'immobilier, du commerce, mais aussi, je me souviens, secteur agricole, hôtellerie-restauration, et puis le secteur public, qu'il ne faut pas oublier, qui est lui aussi concerné. À signaler qu'il s'agit, si j'ai bien compté, de la 8e promotion. Donc c'est un programme qui s'inscrit dans le temps et qui lui aussi évolue en même temps que l'IA. Alors on essaye de faire en sorte qu'il ne soit pas notre programme en ébullition, mais bien en constante évolution. Je ne sais pas si Marc ou Emmanuel voulaient apporter quelques éléments complémentaires. Oui, alors, enfin, sur c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement, je pense que tout le monde le voit, c'est un sujet extrêmement actif, ça bouge à peu près toutes les semaines. Et donc, le grand sujet quand on a une formation
où on a du temps, c'est de vous donner à la fois les bases et donc comprendre ce qui se passe, tout en intégrant les évolutions du quotidien dans cette feuille de route pédagogique. Et donc, c'est ce qu'on s'attelle à faire au mieux pour que vous puissiez quand même comprendre structurellement ce qui se passe, comprendre les bases, et en même temps, chaque semaine et chaque mois, on a quand même des informations de plus en plus structurantes sur le potentiel des IA, leurs enjeux, leurs impacts, les organisations qui se construisent autour de tout ça, et puis aussi une réalité sur la rapidité ou manque de rapidité qu'ont les humains à adopter ces technologies dans leur quotidien. Et donc ça donne beaucoup de travail pour les gens qui vont s'atteler à faire la transition. Et en effet, cette transition, elle est transverse aujourd'hui à beaucoup de secteurs et à beaucoup de métiers. C'est un peu comme se dire que est-ce qu'aujourd'hui, Internet ou le smartphone ont changé nos sociétés les 20 dernières années? Je pense qu'on connaît tous la réponse, sauf que là, on est sur une échelle de temps de 3 ans. En effet, merci. Ensuite, un petit point aussi sur le contenu et les modalités. Donc, le programme est composé de 6 modules, un module par mois, pour vous permettre de progresser en compétences sur chacune des thématiques traitées. Chacun des modules est adossé à un ou deux blocs de compétences sanctionnés par des évaluations de blocs mensuels, sur la base d'études de cas notamment. Évaluation destinée à valider l'acquisition des compétences et indispensable pour aller à terme à la diplomation. C'est aussi un programme qui a été pensé pour vous proposer les modalités les plus souples possibles, à la fois à travers un programme qui s'est réalisé 100% en ligne, avec un calendrier hebdomadaire de 4 sessions en visio de 13h à 15h, plus une permanence facultative le vendredi pour aborder d'autres sujets ou renforcer certains sujets. Donc, concernant la flexibilité, à savoir que les cours sont enregistrés pour vous permettre de répondre notamment à des impératifs professionnels qui peuvent être parfaitement incontournables, sans rien perdre du contenu et des échanges. Alors attention, juste un petit point, l'objectif n'est pas de suivre la formation en mode asynchrone à 100%. Pour ceux qui chercheraient ce type de modalité, c'est pas, voilà, le programme n'est pas adapté. Vous serez aussi soumis à des mises en pratique concrètes qui vous seront proposées tout au long du cursus, que ce soit dans le cadre de TP, dans le cadre des études de cas évoquées précédemment, et bien évidemment dans le cadre de votre projet Fil Rouge, sans oublier le coaching justement sur le projet Fil Rouge, à la fois sur le plan technique et business. Un regard aussi sur les prérequis, comme on parle de profils non techniques. Les prérequis, comme vous le voyez, ne sont pas techniques. Ils sont plutôt académiques parce qu'on demande bac 4+5 ou la possibilité, sinon, pour les bac +3 de faire une VAE. Mais surtout, le plus important, c'est effectivement l'expérience. Donc, c'est un minimum de 5 ans d'expérience qui est attendu de la part des participants, ce qui donnera à tout à chacun la capacité d'identifier des problématiques rencontrées tout au long de votre carrière et que l'IA pourrait potentiellement adresser. Je ne sais pas si vous avez, Marc ou Emmanuel, des commentaires complémentaires sur ces modalités. Peut-être pour compléter, l'idée vraiment, c'est enfin, dans les modalités, on a le fil rouge qui donne quand même cette dimension extrêmement applicative et finalement exploitable au cours de votre formation, mais peut-être aussi au cours de votre quotidien professionnel. Donc ça, c'est quand même une grande force, je pense, de ce programme, c'est que vous puissiez appliquer ce que vous apprenez sur une étude de cas qui vous serve en fait dans votre quotidien, dans vos projets de carrière. Et en même temps, on sait tous qu'au démarrage, on n'a peut-être pas tous, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va aller, on a aussi besoin de voir et de comprendre. Donc on a aussi des modalités d'évaluation sur les premiers mois, sur des études de cas qui laissent le temps aussi de définir son fil rouge et son projet. Donc voilà, on a essayé de construire vraiment la pédagogie pour qu'elle soit compatible avec une vie pro ou une reconversion professionnelle aussi, et qu'elle soit aussi compatible si vous n'habitez pas l'Île-de-France ou que vous n'avez pas la capacité à faire du temps de transport. Voilà, donc c'est vraiment dans ces logiques-là qu'on a construit les choses. Ouais.
Puis je me permets en complément sur la construction. Euh, la formation, elle est vraiment orientée gestion de projet. C'est-à-dire qu'il y a un premier mois qui permet de rentrer dans les éléments techniques de l'IA, de savoir faire la différence entre du machine learning, du deep learning, de la computer vision, du NLP, j'en passe et des meilleurs. Et ensuite, la formation permet de rentrer sur la gestion de projet. Effectivement, comme le disait Marc, d'avoir un temps extrêmement fort qui est le projet fil rouge qui permet d'arriver à quelque chose qui soit opérationnalisable. C'est-à-dire que pour l'indiquer maintenant, on vous demande pas de nécessairement, si vous avez un projet de création d'une IA, qu'elle soit fonctionnelle d'un point de vue technique. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Ça fait souvent partie des questions. Et puis, si je peux me permettre, c'est aussi une double ligne que vous aurez sur votre CV, parce que ce projet-là, potentiellement, ça dépendra de vos projets professionnels, parce il y en a qui sont... Enfin, vous avez des projets qui sont différents. C'est une ligne en termes de formation et c'est une ligne sur l'expérience professionnelle. C'est-à-dire que votre projet fil rouge, vous pouvez déjà le revendre comme un projet professionnel, je pense notamment aux personnes qui se réorientent vers du consulting ou autre. En effet, merci. Un rapide point sur le calendrier, parce que c'est quand même important. Les inscriptions sont ouvertes d'ores et déjà et seront closes le 15 décembre au soir. Donc tous les dossiers complets qui seront déposés jusqu'au 15 seront donc traités, examinés. Pour ceux qui ne seraient pas complets, eh bien, écoutez, il faudra attendre la session suivante. L'objectif étant qu'au 24 janvier, les dossiers soient finalisés, c'est-à-dire que les conventions soient signées et les acomptes attendus versés. À savoir que pour autant, il y a des cas particuliers de CSP, de transition professionnelle, bref, que l'on peut tout à fait examiner concernant ce délai. Toujours est-il qu'il faut qu'on en soit averti en amont. Pour autant, l'objectif est quand même d'être en capacité d'avoir les dossiers clos pour débuter la formation tout début février. Fin des cours, la 3e semaine de juillet de tête. Vous aurez le planning détaillé, ne vous inquiétez pas. Et donc, vers la fin septembre, c'est les soutenances pour l'ensemble des candidats. Concernant les inscriptions, en fait, à partir de la page du site, vous avez un bouton candidater qui vous permet d'avoir accès à une plateforme dédiée, à partir de laquelle vous allez pouvoir créer votre dossier, déposer les pièces et ainsi ouvrir le processus de sélection et d'admission. Et bien entendu, Elisabeth et moi-même sommes à votre service pour toutes ces modalités et vous accompagner aussi dans le montage de votre dossier. Je crois qu'on en a fini pour l'essentiel et maintenant on va passer la parole à notre invité d'honneur. C'est à toi, Isabelle. Merci Philippe. Alors effectivement, je confirme que je suis pas une ingénieure. Moi, à la base, je suis une ESSEC. Je fais un clin d'œil à Emmanuel puisque je suis à Toulouse, donc Suparéo et la TBS, ça me parle. Donc ça veut dire que cette formation, elle était parfaitement adaptée en ligne. Je confirme que l'enregistrement, c'est pas tellement pour être absent, parce qu'il y a une vie de groupe, il y a autre chose à capter, mais également parce que moi, je m'en suis servi pour réviser certaines notions que j'ai. Ça peut, je vous confirme, hein, les réseaux de neurones, ils sont profonds. Donc, il y a un moment, on aime bien revenir sur des notions. Surtout les 2 premiers mois, vous allez voir, on couvre tout le spectre de l'IA. Moi, je travaillais un petit peu dans l'IA conversationnelle avant, mais effectivement, il y a des pans entiers que je ne connaissais pas. Euh, la raison pour laquelle moi j'ai fait ce master, c'est justement parce que c'est un master. Et je vous confirme que les retours qu'on me donne aujourd'hui, c'est ah, vous avez fait un master et pas juste une formation de 10, 12, 13 jours, comme tout le monde, surtout ceux qui parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux. Donc je vous confirme qu'on n'est pas à ce niveau-là. Et moi, je voulais comprendre comment on fait de l'IA en comprenant de l'intérieur vraiment ce qui se passe et comment on peut la faire avec, comme ce qu'a dit Marc d'ailleurs. Je fais un clin d'œil à Marc parce qu'il nous a, pardon de l'expression, mais filé les chocottes en plein cours avec les histoires d'éthique et de frugalité. Ça nous a bien, bien retourné cette histoire. Donc oui, il est possible de faire de l'IA en étant responsable et moi, c'est ce que je voulais comprendre. Certes, c'est une évolution, il va falloir y aller,
il faut y aller. Non, ça va pas remplacer les humains, mais il va falloir le faire avec la manière. Et heureusement qu'on va pas déléguer ça, pardon, messieurs les ingénieurs, qu'à des ingénieurs ou des gens de la technique. Heureusement qu'il y a des gens du business qui vont accompagner. Et puis moi, ça m'a permis clairement avec le projet fil rouge, c'est très important ça, le projet fil rouge. C'est-à-dire suivre une formation, pour moi, ça ne vaut pas si j'arrive pas à l'appliquer. Et ça veut dire que là, il y a 6 mois de formation. Comme l'a dit Philippe, c'est de 13h à 15h tous les jours. Le vendredi, ouais, c'est facultatif, mais nous, on demandait par exemple des démos supplémentaires sur des sujets qui nous intéressaient. Et il faut avouer que toute l'équipe qui seconde Marc dans cette aventure, ils sont tous d'accord de faire des démos, d'approfondir un sujet, de faire témoigner quelqu'un. Enfin bon, c'est vraiment riche. C'est votre cours aussi. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Faites-en ce qui est utile pour vous. Et donc, moi, j'ai pu choisir le fil rouge. Ça aussi, c'est important. C'est soit votre entreprise, soit vous, hein, mais trouvez-vous un sujet intéressant et on peut le mener de bout en bout. Et je confirme que c'est un projet à part entière qui peut être valorisé comme étant un premier pas dans un projet réussi. Moi, je suis allée jusqu'à la démo, effectivement, que j'ai eu plaisir à faire moi-même. Si on bricole un peu, on y arrive très bien. C'est un petit effet waouh, puis une fierté. Et voilà, moi, ce qu'on me renvoie, c'est un master, c'est RNCP 7, c'est pas n'importe quoi. Et puis, il n'y a pas un cours qui ne commence pas sans un fait d'actualité qui est décortiqué et pas sous forme de buzzwords. Moi, je n'en peux plus de tous les gens qui parlent de l'IA. Et j'aimais bien le retour de Marc, de Romain sur des sujets comme ça. Et puis, j'adore les démos. Alors, je vous donne, pour ceux qui se sont déjà inscrits, qui vont s'inscrire, mais demandez, mais suppliez-le. Il n'y a même pas besoin de le supplier très longtemps, hein, je vous jure. À Sébastien, demandez-lui des démos. C'est un régal. Parce que là, vous allez passer 2 heures par jour en cours. Il faut que ça soit compatible avec votre vie pro. Donc ça, c'est compatible, mais pensez que pour 2 heures de cours, clairement, vous allez avoir 2 heures de révision, de revoir des petites choses. Vous allez vouloir pratiquer des petits outils, des choses comme ça. Donc, pensez à passer un peu de temps le week-end ou le soir ou je sais pas quand pour réviser un peu et puis pratiquer. Il n'y a que ça qui sera utile, je dirais, pour bien assimiler le cours, si j'avais un conseil à, à donner. Et puis, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le coaching. C'est-à-dire, moi, je suis la mauvaise élève. C'est-à-dire, j'ai changé 2 fois et demi de projet. Des vrais projets, hein, pas de thème comme ça, hein, des vrais projets. Et à chaque fois, Romain m'a accompagné sur pourquoi il fallait le faire, pourquoi il fallait pas le faire. Je m'en fiche, hein, moi, ça m'a permis de travailler sur d'autres choses, mais voilà. Donc, voilà ce que je peux dire. La bonne nouvelle, vous voyez, enfin, ça peut être une IA, mais je sais pas comment je peux prouver que je suis pas une IA, que Marc ne m'a pas trafiqué. Mais je suis en vie et je suis diplômée. Je réponds à vos questions avec plaisir en tant qu'étudiant, c'est-à-dire comment vous allez vous organiser. Ce n'est pas une formation de 10 jours, c'est un truc ambitieux, c'est un truc où vous allez mouiller le maillot et vous allez vous retourner la cervelle et avec un plaisir non dissimulé. Mais sachez que c'est un master. Enfin, je préfère partager ça avec vous. C'est un truc ambitieux, génial, mais c'est pas juste un hochet qu'on va vous donner à la fin. Ça demande un peu d'implication. Voilà. C'est un projet de vie pour 6 mois. Jusqu'à l'été, j'ai entendu juillet, vous, votre session. Ouais, c'est ça. Je suis rentrée en septembre. Et jusqu'en juillet. Vous allez le voir tous les mois, hein, il y a un contrôle et il faut le rendre le dimanche soir à 23h59. Je penserai à vous. Merci beaucoup, Isabelle. Au Avec moins, c'est plaisir. concret. Et Non, mais je ne effectivement, regrette pas. Mais je dis, voilà, c'est un truc ambitieux. Ça fait pas partie des petites formations de 10 jours que vous avez peut-être pu voir sur les réseaux, qui vous font croire que tout est facile. On travaille vraiment et on approfondit, on a un vrai niveau en sortant. Moi, je peux dialoguer, enfin, si je peux me permettre d'ajouter juste un truc, je suis désormais en capacité de discuter de façon très concrète sur l'usage tel techno, comment on peut le faire. Je peux challenger les personnes à la fois sur les coûts, sur l'éthique, sur la sécurité, avec des ingés IA. C'est ça qu'il faut comprendre, sans être ingénieur. Je ne suis pas ingénieur, mais je peux dialoguer avec ces équipes. Et nous confirmons que tu n'es pas une IA, c'est un témoignage humain et sincère.
Ouais. Merci. Merci. Et je le dis d'autant plus, pardon Philippe, je le dis Vas-y, d'autant vas-y. plus que mon mémoire, c'était sur les deepfakes vocaux. Donc, je Oui, je peux m'en vous souviens. ressortir ma démo si vous voulez, pour vous montrer que c'est bien moi. Je me souviens, j'y avais assisté. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, écoutez, on va justement maintenant pouvoir passer à l'échange directement pour l'ensemble des participants présents. Vous allez pouvoir discuter avec Isabelle, Marc et Emmanuel. Juste un petit rappel, en fait, voilà ce qu'on a mis en place. Canal principal, c'est les outils de Teams, c'est de lever la main. Donc, on prendra les questions dans l'ordre des mains levées. Et c'est vous qui prenez la parole. On ne va pas lire vos questions. Pour autant, il y a un canal secondaire qui permet, pour rédiger des questions qui pourront faire l'objet d'un vote, entre autres. Et donc, on lira les questions élues. Mais dans tous les cas, Elisabeth, qui est en back-office, regardera les questions et partagera ponctuellement certaines d'entre elles. Si, pour ceux qui ont levé la main, si votre question est déjà traitée à un moment donné par quelqu'un qui vous a précédé, bah, pensez à baisser la main, à moins que vous n'ayez un sujet à approfondir ou une question complémentaire. Donc l'objectif, c'est d'échanger le maximum. Et donc bien maintenant, je vais arrêter le partage parce que ça va être à vous de jouer, de prendre la parole et à nous de vous répondre. Et je vous invite, pour ceux qui prendront la parole, n'hésitez pas à penser à ouvrir votre micro et puis aussi à mettre votre caméra si vous le voulez. On essaye de rendre ça très interactif et humain, justement. À vous de jouer. Bah, il y a une première question, Yacine. Oui, bonsoir à tous. Dans la continuité de ce qui vient de nous être présenté, est-ce que vous pouvez nous dire, donc je crois que c'est Isabelle, si je ne dis pas de bêtises, comment accompagnez-vous les étudiants en reconversion ou venant d'autres secteurs comme le social ou le médico-social? C'est un peu mon cas. Et dans la continuité de cette question, avez-vous eu des profils similaires dans vos promotions? Je prends la question. Alors des profils comme le vôtre, il y en a déjà, alors qui travaillent pas forcément dans le médico-social, sauf erreur de ma part, mais sur la promotion en cours, on a des personnes qui bossent dans des structures publiques avec quelqu'un qui est dans on a deux personnes de CFA, si je me souviens bien, et une personne qui travaille sur une maison de l'emploi. Donc, ils ne sont pas dans des secteurs, j'ai envie de dire, classiques entreprises. Et l'accompagnement, c'est ce que j'indiquais au démarrage. En fait, c'est moi qui vais travailler avec vous. Alors, la première partie, ça va être toute la formation que vous allez suivre qui va vous permettre de travailler sur de la gestion de projet et de pouvoir montrer à la fois sur votre CV, mais aussi sur la réalisation de votre fil rouge, que vous êtes capable de gérer du projet, et notamment sur un sujet qui va sûrement se poser, qui est la conduite du changement. Donc ça, ce sera un premier élément. Puis je vous accompagnerai donc sur le CV, pour que le deuxième élément, c'est que je vous accompagnerai sur le CV, éventuellement préparation d'entretien si besoin, pour bien revendre tout ce que vous aurez fait dans le parcours de l'Executive Master. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci pour la réponse. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Alors, il y a une deuxième question. Abdelaziz, je crois, si je sais pas. Oui. Je ne sais pas, peut-être. Toujours dans la voiture, je suis désolé. En fait, c'est en lien avec la question qui vient d'être posée sur la notion de profil. C'est-à-dire que vous avez présenté les prérequis. Donc ça, c'est entre guillemets la carte blanche qu'on doit avoir pour pouvoir rentrer. Mais ma question, c'est pour qui c'est fait? Parce que sur la notion de gestion de projet, bah, je pense pas être le seul. Bon, bah, des projets, on en a géré. J'ai entendu Isabelle hein, sur ce que vous disiez sur le fait d'interagir avec des ingénieurs. Bon, je pense qu'on a des profils ici différents, mais la question, c'est fait pour qui? Donc, pas sur l'approche prérequis, mais sur l'approche, c'est fait pour qui? Ma question est peut-être un peu trop floue, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est essayer de reconnaître si c'est fait pour moi. Je pose cette question de me dire, mais c'est fait pour qui? Quels sont les profils qui sont pertinents pour cette formation? Et sauf à me dire que c'est pertinent pour tous.
Bah, si je peux me permettre pour un début de réponse, mais je laisserai Marc ensuite intervenir, Isabelle. C'est fait pour des personnes qui se disent qu'aujourd'hui, l'IA, c'est devenu incontournable et qui préfèrent être du côté de l'IA que pas du côté de l'IA. Et c'est fait pour des personnes qui veulent. Alors, ça peut être déjà un premier pas dans le projet, hein. C'est simplement, on a quelques profils comme ça qui se sont dit pas forcément vouloir être en reconversion, mais vouloir comprendre ce qui se passait au niveau des intelligences artificielles, hein, pour utiliser le mot juste, parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et puis, c'est fait pour des personnes qui veulent intégrer l'IA dans la structure dans laquelle ils sont, soit à leur poste, soit parce qu'ils ont la direction d'un département, voire ils chapeautent plus haut. Et c'est fait pour des personnes qui veulent lancer leur business dans l'intelligence artificielle. Voilà, je sais pas, Marc, Isabelle, je sais pas Bah, si... ça peut être aussi pour si vous avez dans votre métier des cas d'usage où vous vous dites, est-ce que l'IA peut faire quelque chose? Et pardon, mais à partir du moment où vous faites des choses répétitives ou des choses où vous n'avez pas le temps de traiter les datas ou des choses, enfin, c'est la loi de Moravec, quoi. Je veux dire, tout ce qui est facile pour un robot est difficile pour un humain et vice-versa. Donc autant laisser faire ça au robot et puis nous, on fait la partie intelligente avec la qualité humaine. Et donc, ça permet aussi, si vous êtes manager, d'accompagner vos équipes ou si vous êtes à l'intérieur d'une équipe, de proposer à réinventer votre métier en embarquant de l'IA. Alors, est-ce que vous allez l'embarquer? J'en sais rien. Mais au moins, vous allez réfléchir Non, à je fais est-ce qu'il un peut faire webinaire quelque sur chose. la formation. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà, ça sert aussi à vous transformer parce que ça va venir. Donc, soit vous laissez faire les autres, soit vous vous dites, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de cette évolution? Et d'un point de vue use case, enfin, cas d'usage, au quotidien, enfin, les projets fil rouge, je ne sais pas si après on pourra revenir dessus, mais il y avait de tout niveau et tout secteur et c'est vraiment intéressant. On peut mettre de l'automation un peu partout. Après, il faut savoir comment on le fait. Voilà, je dirais, c'est un peu ce que Marc disait, ce qu'on se préoccupe de maintenant si on va sur Internet. Bah non, en fait, on l'utilise comme ça. Et ben là, c'est pareil, en fait. Il faut savoir le faire. Donc il y a la dimension faire ou faire faire qui se pose également. Et, et c'est vrai que aujourd'hui, il y a une dimension assez opérationnelle de comprendre, de faire, on va dire, tu vois, c'est le basico-basique de notre secteur, mais qu'il l'est pour quand vous êtes sectoriel, qu'il l'est moins quand vous êtes moins sectoriel, en fait. Donc ça, j'aimerais dire, on va se poser un peu les éléments de base. Il y a une dimension comme l'ami Isabelle, où ça se pose aussi la question, est-ce que je fais ou fais faire des débuts d'automatisation? Donc on parle d'une dimension un peu assez pratique et pragmatique. Et puis moi, je m'intéresse aussi à une dimension un peu plus organisationnelle sur comment on fait évoluer tout ça dans une technologie quand même qui aujourd'hui va extrêmement vite, qui nous surpasse dans beaucoup de domaines et qui risque de ne pas s'arrêter la semaine prochaine, avec en même temps des investissements qui sont là. Et donc, moi, c'est donner la dimension de mon père de famille. Un des derniers modules, c'est budgétiser tout ça, faire du retour sur investissement, en tout cas d'essayer de l'avoir fait. Et même aujourd'hui, c'est pas facile de budgétiser quand vous voyez des agents IA qui développent entre mythe et réalité. Est-ce que ça le fait vraiment? Est-ce que ça le fait bien? Est-ce que ça prend toujours 40 jours de travail ou est-ce que ça prend 2 heures? Parce que c'est quand même ça aussi, hein, l'exploitation d'agents IA développeurs. Sur quelle tâche? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et je pense qu'il y a une appropriation en fait qu'il faut se faire. Et c'est peut-être un minima la seule chose que nous on est certain de vous apporter, c'est un regard en tout cas différent. Voilà. Et il y a de l'hétérogénéité dans les profils, dans les personas de la formation, hein. Ça va on a eu des membres de gros comex que j'ai en tête, à des responsables commerciaux dans des PME qui ont décidé de prendre le train de l'IA. Donc, il y a des dimensions des gens qui sont très dans l'opérationnel et qui attendent une IA très pragmatique, et d'autres qui se posent la question beaucoup plus stratégiquement, comment ils vont faire migrer le navire.
Voilà, donc ça crée l'hétérogénéité. On a qui ont des backgrounds, on a des anciens DSI hein, aussi, enfin justement des DSI. On n'a clairement pas le même background IT. Si vous avez fait 20 ans DSI, si vous ne l'avez pas fait, même si la composante entière vous intéresse. Voilà, donc c'est aussi avantage inconvénient, hein, c'est que c'est hétérogène. Donc, ça peut créer des conversations. Des fois, peut-être un des défauts qu'on nous a reproché des fois, c'est que ayant des formateurs qui sont quand même à base technique, ayant une DSI qui peut avoir un background technique, ça peut vite faire un deep dive si on remet pas la balle au centre en rappelant que tout le monde n'a pas le même background technique, voilà. Mais c'est ce qu'on essaie de faire attention. Et on se pose aussi, bien évidemment, parce que moi je me pose cette question-là, de l'évolution du monde de la formation et des compétences. On en revient hein, au vu de ces évolutions technologiques qui sont extrêmement fortes sur les métiers cognitifs. Et ça, j'ai des idées, mais c'est cette appropriation, je pense, qui est utile. Et c'est d'où l'intérêt du fil rouge, en fait, c'est que vous puissiez vous approprier et que vous ayez un regard externe, en fait, autour de ça. Mais sur les sujets de chefferie de projet, je pense qu'on vous apprendra peut-être pas grand-chose. Et c'est l'occasion de peut-être aussi de prendre ce temps, entre guillemets, libéré dans de la forme, dans des modules que certains maîtrisent. On a des gens dans le service d'informatique qui viennent du de milieu juridique. Bon, on va pas leur apprendre grand-chose sur l'IA Act, honnêtement, et j'ai pas la prétention d'avoir cette compétence-là. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui se retrouvent un peu allégées sur certains modules parce qu'ils ont déjà l'habitude, le regard, et c'est l'occasion justement de se redonner une composante IA sur ce module qui est plus traditionnel en termes de gestion de projet, par exemple. Merci Marc. On va peut-être passer la parole à Vincent, je crois, qui est en attente. Oui, merci. Bonsoir à tous. Merci pour ce webinaire. Je trouve que voilà, c'est très intéressant. J'ai juste effectivement un point d'interrogation. En fait, c'est sur le fil rouge. Euh, Parce qu'évidemment, moi, je suis dans une démarche effectivement de reconversion. Moi, ça fait 20 ans que je fais du business B2B, que je suis dans le SaaS, l'automatisation, etc. Donc, je vends aussi de l'IA. Euh, Moi, l'angoisse que j'ai, c'est de choisir un fil rouge qui, au final, va pas véritablement me servir par la suite. Quand vous parlez de retour sur investissement, je pense que le fil rouge, je pense que c'est vraiment le point important, quoi. Le projet. euh, voilà, moi j'ai évidemment plein d'idées. Je ne sais pas si elles sont si c'est réalisable. Euh, je ne sais pas évaluer si ça sera une véritable niche, opportunité pour derrière faire peut-être du consulting. Bref, autour de ce projet, moi j'ai beaucoup d'interrogations. Euh, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai entendu quand même. Les premières semaines de formation vont aider quand même à peut-être mieux affiner et aiguiser son projet. Euh, Au-delà de ça, peut-être que vous avez d'autres conseils, peut-être que des choses à faire avant, des renseignements, voilà. Moi, je peux prendre la question, mais le fil rouge, certaines personnes viennent avec une idée extrêmement claire de ce qu'ils attendent, mais ils font pas les géants, hein. La plupart des gens sont justement un peu dans votre situation de j'ai des idées, j'ai du mal à faire le choix et c'est pour ça que les 3 premiers mois d'évaluation ne sont pas sur le fil rouge. Ça vous laisse le temps en fait de maturer, de voir. Ça vous empêche pas de avancer, mais vous avez des périodes d'aller-retour comme ça qui peuvent être faits. Et à partir des évaluations de 4, 5, 6, on considère qu'au bout de 3 mois, vous avez quand même suffisamment eu d'interaction avec les formateurs pendant les permanences, avec d'autres apprenants pour essayer de converger. Et donc, vous pouvez converger vers un projet sur lequel vous pouvez avancer. Certains se mettent dès le mois 1, d'autres mettent le mois 3. Voilà. Donc, dans tous les cas, ça met un peu ça met un certain temps. Euh, ce qui est important aujourd'hui, surtout quand vous voyez la capacité de production cognitive que font les IA génératives, c'est pas tant le résultat que le processus qui va être intéressant. Et c'est ça qu'on va évaluer demain. Si moi je regarde la tête de votre rapport, je pense qu'il sera bien. Si vous l'avez fait avec une IA générative, et je vous encouragerai à le faire avec une IA générative, il sera propre.
Et donc, qu'est-ce que je vais évaluer? La qualité de votre rapport ou l'effort cognitif que vous avez fait pour produire ce rapport? Quels sont les chemins que vous avez faits, les allers-retours, les doutes que vous avez eus? Et c'est ça qui aujourd'hui va donner de la valeur sur les compétences. Parce que si vous avez juste pris le problème, vous appuyez sur Entrée, et vous avez fait un modèle, vous avez pris une IA générative de bonne qualité, deep research, une étude approfondie, bon, bah, très bien, moi je le lirais, ça paraîtrait intelligent, et aujourd'hui c'est intelligent. Par contre, pour l'instant, votre plus-value est faible, puisque vous avez appuyé sur la touche Entrée. Donc, c'est ça qui est en fait qui est intéressant. Et donc, justement, toutes les questions que vous posez, c'est des questions, moi, que je commencerais, si j'étais vous, à brainstormer avec une IA générative pour commencer à faire le tri et à me poser plein de questions et à essayer de lui demander de me peser les pour et les contre et de m'aider à m'approprier certains concepts. Voilà, ce travail interactif que vous pourriez faire, je commencerai. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est que quand l'IA va vous suggérer de l'IA, normalement, on a un regard métier expert, parce que ça reste notre métier d'origine. Donc, on vous aidera à ne pas mettre les pieds dans le plat sur les biais, c'est-à-dire les stéréotypes linguistiques que pourrait une IA vous recommander. Et quand vous lui demandez de faire des chiffrages, moi j'ai beaucoup de PME industrielles, franchement, c'est loin d'être mauvais sur des bureaux d'études. Les mecs sont bluffés, mais parce que j'ai aussi la chance d'être dans des secteurs où faire un silo en acier, ça s'est pas inventé la semaine dernière. Il y a des méthodes, il y a des normes, il y a des choses qui existent, donc des ordres de grandeur. Donc la réponse la plus normale reste une réponse moyenne, et donc ça répond à un bureau d'études en moyenne. Dans notre secteur, le truc, c'est que les bases de connaissances, l'impact de l'IA génératif sur les processus de vente, j'ai envie de vous dire, les bases de connaissances, celui qui en a une, je pense qu'il a fait fortune, là, parce que il sait à l'avance comment l'IA va structurellement changer tous nos métiers et tous nos process. Donc, nécessairement, les IA sont prospectives, donc créatives, donc fausses. Et c'est à vous de vous approprier ce qu'elles disent. Est-ce que c'est 40 000 ou 400 000? Dans les deux cas, vous direz que c'est une très bonne idée. Sauf que c'est là où vous prenez votre responsabilité d'engager financièrement, imaginons dans cette projection, vous engagez financièrement la structure en disant ça va coûter 400 000 balles. Bon, bah, c'est vous qui engagez, c'est pas ChatGPT qui a dit que, ou Gemini qui a dit que, ou Mistral qui a dit que. Et donc, vous voyez que ce regard critique, il va falloir aussi apprendre à le développer à travers l'information. Donc, c'est de la compétence, en fait. C'est mieux, en effet, si ça sert sur un projet qui s'applique à la fin. Mais ça c'est le brainstorming que vous pouvez faire d'ici la formation avec d'IA générative et des humains autour de vous, parce que j'imagine que vos besoins viennent de votre écosystème, donc vous aurez nécessairement du feedback d'autres personnes pour savoir si ça paraît cohérent ou adapté par rapport aux besoins marché, quoi, ou aux besoins d'évolution de métier. Pour répondre Et aussi à votre question, Vincent, il y a dans les personnes qui étaient avec moi dans ma promo, il y a également ceux qui en profitaient pour faire un projet qui leur tenait à cœur d'un point de vue personnel, et puis il y a ceux qui, au contraire, se servaient du projet comme, j'allais dire, carte de visite. C'est-à-dire, si votre prochaine étape, vous voulez aller là, j'ai n'importe quoi, vous travaillez dans tel secteur et vous voulez changer de secteur ou vous voulez changer de région, eh bien, profitez-en pour faire un projet qui soit aligné avec votre prochain objectif. Ça peut faire partie du brainstorming dont parlait Marc. Et puis, effectivement, moi, ce qui m'a décidé à la fin, c'est les premières évaluations qui sont sur des sujets et des cas que l'on ne choisit pas, mais qui permettent d'évaluer les connaissances, hein, et qui permettent d'entamer cette réflexion pour choisir le projet. Et en Très complément bien. de tout ça, sur le risque que vous fassiez fausse route, en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez un coaching sur l'ensemble enfin, vous en avez un par mois avec des personnes qui sont sur le terrain. Donc, du coup, vous aurez un retour aussi par rapport à ces projets-là. Parce que je crois que c'était un des points qui vous inquiétait, hein. C'est le fait. Oui, oui, absolument. Non, non, le coaching, c'est extrêmement important. Je vous ai entendu parler aussi de mettre en avant cette formation sur un CV pour que ça puisse parler, etc. C'est extrêmement important. Moi, ça, je rentre absolument dans cette démarche-là. Mm. Donc oui, effectivement, moi, comme disait Marc, effectivement, je fais mes recherches, je travaille sur une IA générative pour affiner mon projet. Bon, ça veut dire que j'ai la légitimité de le faire, donc c'est plutôt pas mal. J'avais peur que les résultats soient un petit peu faussés, mais bon. Et puis effectivement, le réseau autour de moi, etc. En fait, moi mon hésitation, c'est soit de travailler sur un projet qui concerne le métier de business, de sales,
soit dans la gestion documentaire, ça fait depuis plus de 20 ans que je suis dans la gestion documentaire. Évidemment, les deux peuvent être liés, mais j'ai un petit peu de mal à, voilà, j'ai un petit peu de mal à vraiment affiner pour que le retour sur investissement soit vraiment le meilleur par la suite par rapport aux expertises enfin, aux nouvelles expertises que je vais pouvoir obtenir grâce à ce MBA. Merci de vos réponses. C'est normal. Je passe la main à Géraldine. Bonjour, Géraldine. Donc, Géraldine Guérillo, moi je travaille en tant que chef de projet à l'Agence nationale de la recherche. Merci pour cette présentation. J'ai quelques questions, mais très différentes. Je vais commencer d'abord peut-être par celle adressée à Isabelle, en fait. Alors peut-être que je n'ai pas bien suivi ou que j'ai raté quelque chose, mais est-ce que vous pourriez nous préciser un tout petit peu, enfin nous en dire un tout petit peu plus du projet que vous avez développé, en fait, votre projet Fil Rouge, et en quoi ça vous a... Enfin, quelles ont été les conséquences sur votre carrière? Parce que j'ai bien compris que le master a été reconnu comme master, mais ce n'était pas très précis. Donc voilà, si vous voulez bien, sinon je... Voilà, avec plaisir. Non, mais je ne donnerai pas de choses confidentielles de toute façon, donc je dévoile rien. Moi, je travaillais déjà dans l'IA conversationnelle, et j'avais intégré des IA conversationnelles à certaines des solutions que nous vendions à nos clients. Comme Vincent le disait, moi, j'étais sur le marché B2B. Donc, j'avais déjà intégré ce genre de choses. Et donc, mon mémoire porte sur la détection des deepfakes vocaux. C'est-à-dire, là, nous sommes sur Teams ou sur Zoom, ou je suis en train de vous téléphoner sur votre mobile. Comment est-ce que je sais que c'est bien Isabelle qui parle à Géraldine, d'accord? Et c'est pas, je sais pas quoi, une personne qui se fait passer. Alors, je suppose que vous avez fait ça tous avec votre famille. Vous avez tous une question de sécurité. Voilà. Oui, ne quitte pas. Tu me dis de verser 200 € pour la dépanneuse sur tel RIB. Je prends le stylo que tu m'as acheté à Florence. Bon, il se trouve qu'on n'est jamais allé à Florence ensemble. Voilà. Vous avez tous fait ça, c'est évident. Donc voilà, moi j'ai voulu aller plus loin parce que en fait, les projets que je porte, il faut convaincre si en interne. Et donc je savais que sans aller jusqu'à la biométrie vocale, qu'on avait déjà porté par ailleurs, je pensais qu'une solution pouvait être possible d'un point de vue éthique, d'un point de vue économique et d'un point de vue technique. Et donc je voulais commencer cette préétude et de réfléchir là-dessus pour avancer un peu le sujet. Donc voilà ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai étudié le fait de comment on met en place en temps réel, avec un minimum de millisecondes, la détection avec ou sans IA, parce qu'effectivement, la question qu'on se pose régulièrement, c'est on a vraiment besoin d'une IA pour ça? Enfin, on a vraiment besoin d'une IA, ou est-ce qu'on peut le faire autrement, ou est-ce qu'on fait un mix des deux? Dans ce que je raconte, il y a aussi de l'acoustique. Si l'acoustique me dit, bon, déjà, c'est trafiqué, c'est pas la peine que je demande à une IA. Vous voyez, on peut aussi revoir le modèle. Voilà ce que j'ai fait, et effectivement, ça m'a permis d'aller un jeton plus loin et d'avoir des arguments. Donc là, le projet, voilà, c'est bien. Donc, est-ce que ça a boosté? Je ne sais pas si le mot booster est bon, mais en tout cas, ça servait bien ma conviction, parce que j'avais cette conviction. Et puis, là, j'ai pas le droit de parler de la prochaine étape, mais oui, ça sert. En fait, la formation, pour moi, ça sert à être libre. C'est-à-dire, on est éclairé et on sait où on va et on sait savoir à qui on parle. Et donc, moi, ça m'a permis de bypasser toutes les personnes qui savent vraiment tout et qui freinent mes projets parce que ce sont disant des sachants. Donc, j'ai haussé mon niveau de jeu avec ce niveau-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Moi, ça m'a permis de me faire plaisir et de monter le niveau de jeu. Maintenant, je ne suis pas devenue PDG de ma boîte, si c'est ça votre question. Mais ça m'a permis d'être libre et de choisir mes projets. Et ça, pour moi, c'était l'objectif. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, si je peux enchaîner, j'ai deux autres petites questions. Après, je laisse la parole. Vous y avez répondu en partie, Marc de Combat. En fait, je me demandais si vous aviez de bons conseils à donner avant de suivre cette formation. Alors évidemment, travailler sur le projet Fil Rouge, ça j'ai bien entendu, mais s'il y en a d'autres, est-ce qu'il y aurait des choses à préparer pour rendre plus fluide l'entrée dans cette formation? Oui.
C'est peut-être une des plus dures, parce que vous avez donc, si vous êtes à l'ANR, donc vous avez, j'imagine, vous managez beaucoup de knowledge. Vous êtes dans les personnes très fortement cognitives parce que vous faites un travail autour de ces choses-là. Moi, ce qui m'a pris le plus de temps et ce que j'ai encore le plus de mal autour de moi à passer, c'est l'industrialisation du métier cognitif. Et donc, ça sous-entend beaucoup de choses, en fait, quand on industrialise un métier cognitif. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus ou qu'on maîtrise différemment. Ça veut dire qu'on sous-traite plutôt qu'on fait. Et plus vous êtes intellectuel, plus c'est dur. Plus vous avez d'expérience en plus. Et donc, on voit aujourd'hui dans les personnes qui peuvent être les plus en frein dans l'intégration sont des gens très intellectuels qui aiment le savoir faire à la main cognitif. Le fait de bien réfléchir par soi-même. Vous voyez, ce genre de précepte qu'on nous apprend quelques années pendant notre vie et qui doit sans doute un peu cohabiter dans votre écosystème professionnel, c'est le plus dur. Et ça prend du temps. Et ça peut prendre plus que 6 mois en fait. Donc plus vite vous acceptez que cette chose est en train de se mettre en place, enfin cette situation est en train de se mettre en place, plus vite vous en ferez une acceptation cognitive et émotionnelle, plus vite vous pourrez vous projeter sur une autre manière de travailler, donc changer les méthodes de travail, changer les approches, en palliant par conséquent les risques sous-jacents, c'est-à-dire de devenir bête, de perdre en réflexion, qui sont souvent les freins naturels des personnes qui aiment réfléchir face à des outils qui réfléchissent plus vite et mieux qu'eux. Et donc, ça pose beaucoup de questions dans nos manières de travailler. Il y a des solutions, il y a des choses à faire, mais ça se fait pas day one. Tiens, en fait, et si je faisais tout sous-traiter une IA générative, il faut que je fasse mon boulot. On a un peu l'impression de se dire, mais mince, pourquoi j'aurais fait autant d'études pour en arriver là? Voilà. Donc, et dans le monde de la recherche, ça fait partie des environnements qui sont sans doute, pour moi, les endroits où ça va être le plus dur à faire bouger. Parce que si vous faites chercheur, c'est principalement parce que vous aimiez vous gratter l'intérieur de la tête. Et donc, apprendre que des outils peuvent se gratter l'intérieur de la tête à votre place, mieux que vous et plus vite que vous. Bon, pour pas cher, de toute façon, en France, la question du prix du salaire n'est pas un sujet quand on travaille dans les écosystèmes académiques français, donc c'est pas. Mais quand vous êtes aux US, ça peut poser aussi cette question-là. Voilà. Donc c'est un peu toute cette phase-là que je vous inviterai à maturer tranquillement, mais sereinement. Parce qu'il y a des. Enfin, en tout cas, moi, je réfléchis beaucoup à ça étant un ancien académique et me posant beaucoup ces questions-là, étant parmi les gens qui aiment réfléchir et qui prennent plaisir à ça. J'ai pas nécessairement vécu cette transition Day One comme une bonne nouvelle en fait. Et donc j'ai eu beaucoup de refus cognitifs, émotionnels, sous-jacents, pour réussir à imaginer en tout cas un nouveau métier ou une nouvelle compétence ou des nouveaux métiers, des nouvelles compétences pour moi. Et voilà. Donc voilà. Plus on commence tôt, plus on arrive à faire la transition tranquillement. Et une piste pour commencer ce travail, aller voir un psy. De ne pas prendre ChatGPT par un psy parce que vous risqueriez de rentrer dans la catégorie des gens qui l'utilisent pas nécessairement de manière adaptée. Une piste, oui. Moi, dans les 2 pistes, je me suis un peu fait violence en me disant, au vu des enjeux, donc vous pouvez regarder, il y a des papers qui sortent sur Stanford a sorti une conférence où les premiers auteurs sont des IA. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Si les premiers auteurs sont des IA, c'est que les premiers auteurs ne sont plus des humains dans les papiers de conférence. Et pour en faire une conf, c'est-à-dire qu'on attend quand même des soumissions. On n'attend pas juste 2-3 trucs. Et Stanford n'étant pas une petite maison. Voilà, j'en ai 2-3 comme ça. Vous pouvez regarder Sakana, Deep Scientist, qui sont donc des IA chercheuses en IA et qui le font dans d'autres secteurs applicatifs. C'est l'industrialisation des métiers de la recherche qui est en place depuis une première année. Et étant dans ce secteur-là, je peux vous dire que bon, j'ai fait un petit voilà, c'était vendredi, donc c'était l'apéro. Et de ça, je me suis dit, il faut que puisque ça fait de la recherche, allons voir les limites du système. Je suis curieux, donc profitons que. Et donc c'est le premier exercice. Je me suis dit, essayons de sonder les limites d'une IA générative. Je peux vous dire que si vous êtes curieuse et intelligente, vous allez vous éclater. Un des prompts que j'ai fait, c'est que j'ai inversé les jeux de rôle. J'ai demandé à l'IA de jouer le rôle de l'humain et je prendrai le rôle de l'IA. Et je lui ai demandé d'essayer de sonder les limites de moi-même. Et donc, elle va vous faire des prompts qui sont sacrément tordus.
Et tu te dis, où est-ce qu'elle est là, chercher celle-là. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est un exercice un peu prospectif qui est assez intéressant. On change le jeu de persona. La veille académique sous-jacente permet aussi de s'asseoir sur la situation, sur plus un état de fait euh, associé. Et par effet de bord, je suis rentré dans un usage que je considère maladif, de venir, avant de réfléchir, essayer de voir si une IA peut le faire à ta place. Ce qui est tout sauf naturel. Et donc, évidemment, il m'a fait en général une heure, 2 heures de taf. On me dit, merde, j'aurais pu demander une IA. Et puis, je faisais un prompt, et puis je voyais bien que ça marchait pas. Et donc, je dis, bon, bah, je sais bien que ça marche pas, mais au vu de ce que, publiquement, académiquement parlant, ça a l'air de censé faire, soit c'est l'outil qui est pourri, soit c'est moi qui l'utilise mal. Donc, j'en ai fait ma conclusion, puisque, a priori, une sorte de début de consensus scientifique qui va dans cette tendance-là. Donc, je me suis dit, bah, il faut que j'utilise bien. Et donc, un des choses dans les axes enthousiasmants, je pense qu'aujourd'hui, on a un avènement, c'est que tout savoir expert devient accessible pour tous. Et je pense que c'est la plus grande transition de la compétence et de la connaissance acquise grâce à ces outils-là. Et donc, si vous vous intéressez à... J'ai vu des papiers de maths, moi, maths, j'étais nul en prépa, donc vous imaginez que j'étais pas bon en thèse non plus. Et là, je vois un truc de DeepMind, de Google, qui sort un truc il y a que des maths. Donc j'ai des potes matheux, et puis je leur demande si elle a l'air intelligent, ils me disent, bah, je regarderai. Bon, bref, ils m'ont pas répondu. Je l'ai passé dans une IA générative, elle m'a fait un cours, j'ai compris, de matheux. Mais enfin, c'est génial, enfin, vous pouvez creuser tous les secteurs confondus, et c'est génial, si vous êtes curieux, vous pouvez énormément apprendre, et ça n'a jamais été gênant d'avoir des experts autour de vous. Au contraire, c'est même enrichissant d'être entouré d'experts. Ce qui est gênant, c'est quand les experts prennent décision, pouvoir sur l'organisation. Et donc, on est sur un sujet organisationnel, on n'est pas sur un sujet de est-ce que l'outil me dépasse cognitivement? C'est pas le sujet. C'est qui pilote l'outil, qui possède l'outil, qui organise l'outil, qui coordonne les outils, et qui coordonne les outils avec les humains. Et c'est ces questions-là qui s'ouvrent. Et donc, comme vous l'avez dit, je pense assez naturellement, et comme tout le monde le pense, bah, il faut aller voir le psy. Bah non, en fait, il va falloir faire un plan de transition RH, en fait, ça s'appelle normalement. Un psy. Et donc, en fait, il va falloir faire bouger tout le navire. Et donc, les humains peuvent parler à des humains, ils peuvent parler de leurs inquiétudes, de leurs anxiétés, de leur enthousiasme. Et ça prend du temps. Et ça fait apparaître, donc, vous voyez, des compétences humaines, d'humain à humain. Ça fait partie des compétences émotionnelles. Aujourd'hui, même si les LLM sont meilleurs que nous sur la manipulation émotionnelle, n'empêche qu'à la fin de la fin, les humains aiment bien se voir. Et ça, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'IA génératives se balader de manière sympathique dans la rue. Et je n'ai pas prévu vraiment d'en voir. En tout cas, en Europe, c'est pas nécessairement vers ça qu'on tend à premier abord. Vous avez ces sujets organisationnels de demain, vous avez ces sujets de responsabilité. Si l'IA dit une bêtise, à qui les responsabilités? On pourrait toujours dire que c'est la faute de ChatGPT qui a halluciné, mais vous avez le problème de l'augmentation de la production de savoir, qui possède, qui répartit. Vous voyez, il y a plein de nouvelles questions qui se posent, qui sont plus des questions un peu plus managériales d'IA, mais aussi de regard critique expert métier. Qui peut challenger une IA sur un processus de R&D autre que l'expert de son propre métier? Moi, ça m'a l'air intelligent sur le papier. Sauf qu'il n'y a que moi-même qui, sur mon poil de chemin de chercheur, pour avoir un regard critique sur la proposition faite. Les autres vont prendre ça pour argent comptant. Ça a l'air intelligent, comme à peu près tout ce que c'est faire ChatGPT. Et c'est peut-être très intelligent, mais vous en savez rien en fait. Voilà. Donc ça va renforcer les hyper-expertises aussi, d'une certaine manière. Et je me permets un élément plus terre à terre pour la préparation. Préparer son environnement professionnel et personnel au fait qu'on va être moins disponible. Je suis désolé, hein, je casse l'ambiance là, je sais pas avance. C'est un élément de succès qui est hyper important. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. Je passe la main à Fabrice, qui est de la levée depuis longtemps. Fabrice. Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Donc, en fait, moi, je viens de l'industrie. Et donc, en préambule, vous avez listé les secteurs qui étaient concernés potentiellement par l'IA ou par cette formation. Après, j'ai vu qu'elle est venue assez tard dans cette liste. Il y avait les RH, finance, marketing et beaucoup de choses. L'industrie est venue très tard. Donc, ma question est la suivante, c'est est-ce qu'il y a quelques études de cas, une toute petite partie du cours est consacrée à ce qu'on appelle l'usine 4.0, l'industrie 4.0. Donc, c'est la chose dont on parle le plus dans l'industrie. Est-ce que vous avez déjà eu des étudiants qui venaient de l'industrie et qui ont développé des projets vraiment orientés industrie 4.0?
Et de manière plus précise, Marc, vous avez parlé au début que vous aviez travaillé sur IA et accidents du travail. Donc juste pour illustrer ce propos, enfin très brièvement, c'est en quoi consistait justement ce projet et qu'est-ce que ça vous a apporté? Voilà, il y a plusieurs questions, mais Bah, je reprends. merci. Donc, oui, il y a des apprenants qui sont entrés, on a eu des consultants qui ont fait 20 ans de conseil en industrie sur des processus d'automatisation. Alors moi, je dirais ça avec des mots, hein, mes mots, avec des cheat sheets et des actionneurs et plein de choses, du contrôle visuel, et donc ils ont suivi cette formation. Donc on a des personnes qui sont dedans. Moi, je fais beaucoup de formations, je bosse avec les UMM, par effet de bord. Là, je suis sur un site industriel, ça se voit pas, mais je suis sur un site industriel de fabrication, comme je disais, de gros silos. Donc je vois beaucoup d'industriels. Est-ce que la formation est centrée autour de l'industrie? Non. Est-ce qu'il y a des études de cas dans l'industrie, on va retrouver tout ce qui est prédictif, mais on va retrouver aussi les IA génératifs qui apportent du support sur les bureaux d'études, sur les gars à l'atelier pour faire des assistants vocaux pour remonter de l'info. Donc il y a plusieurs choses, mais il faut que les machines causent, et moi, la plupart des sites industriels que je vois, les machines, elles causent pas beaucoup, elles sont pas très récentes. Donc il y a aussi l'évolution du hardware existant pour que la presse communique, en fait. Et ça, c'est de l'IoT. Voilà. Donc la formation n'est pas centrée autour de ça, hein, mais c'est des éléments qu'on aborde, et donc les personnes qui forment sont aussi des consultants qui, par effet de bord, comme nous avons un panier dans notre activité de site industriel, fait que tout le monde s'est coltiné un ERP dans les pattes, des ADV, des BE, voilà. Euh, donc ça doit répondre Je me à... permettre, Marc, il y avait aussi Ouais. toute une partie de cours sur la computer vision, Hmm. notamment dans l'optimisation du nettoyage des machines et puis Ouais. le remplissage de bennes. Ça, Ouais. c'était vraiment intéressant de mêler des algos et de l'IA Hmm. avec, Ouais. dans l'industrie. Ouais, donc moi, c'est mon background, hein, originel, c'est la partie vision par ordinateur. Donc, oui, on voit des études de cas sur l'IA et computer vision. Et sur la partie QHSE, moi, je m'étais positionné sur la détection des situations à risque des presque accidents. Donc avant, pour alimenter les pyramides de Bird, donc les pyramides accidentologiques, afin que quand on arrive en situation d'accident léger, en fait, on ait déjà toutes des KPI générées. Et comme on sait, hein, un accident du travail, c'est la répétition d'une situation dangereuse assez souvent pour qu'à la fin, on arrive à un accident léger, grave ou mortel en fonction du site, etc. Et donc, c'est censé se piloter par les situations à risque, sauf qu'en fait, on n'a aucune donnée sur les situations à risque. On n'a que le déclaratif en accident léger, voire grave, voire non déclaré, parce que ça fausse les statistiques pour certains sujets. Donc, on s'était positionné sur des solutions de vision par ordinateur pour détecter des situations à risque sur des sites, et donc d'anonymiser, parce que IA plus caméra égale Big Brother. Big Brother n'étant pas l'ami de la réduction des accidents du travail et de l'acceptation, on était parti sur des approches KPI-driven, donc sur des statistiques agrégées, un peu comme vous pouvez voir votre capacité de production et évoluer jour par jour ou semaine par semaine avec des indicateurs rouge-vert. Bah, on faisait la même chose sur la dimension situation à risque. Vous pouvez dire, bah, tiens, attention, 30% de plus de chances de te faire tamponner à ce rond-point, puisque les gens ont décidé de le prendre à l'envers depuis le début de la semaine. Voilà. D'accord, ouais, Merci. j'ai bien compris. Merci de votre réponse. Merci Marc. Maxime, une question aussi. Oui, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, si. Ouais, parfait. Voilà, merci pour cette présentation. J'avais une question sur l'évolution de l'IA aujourd'hui. Quand je parle de faire une formation dans ce domaine, on me challenge beaucoup sur le fait que bah, aujourd'hui les IA évoluent très rapidement. Et est-ce que si on fait une formation dans un trimestre ou deux, les informations enfin la formation, les informations qu'on a acquises sont toujours d'actualité? Comment vous assurez que qu'on a, qu'on a cette culture qui est pérenne sur le temps? Il faut comprendre que les IA, ça date depuis 1950.
Donc, heureusement pour nous, il y a certains fondamentaux qui restent stables. C'est les bases, en fait, hein, les basiques. Les méthodes, les machines apprennent. Et ça fait 40 ans qu'elles apprennent. Ce qui est plus récent, c'est les IA génératives. Et ces IA génératives, une fois qu'on comprend, ce que je disais tout à l'heure, qu'on industrialise les métiers cognitifs, en fait, vous comprenez où vous allez. Donc, que ce soit ChatGPT, que ce soit Gemini, que ce soit DeepSeek, que ce soit Truc qui a sorti sa dernière IA générative, en fait, on va toujours dans le même sens. C'est-à-dire des IA plus grosses, plus puissantes, plus calculatoires, pour faire des tâches plus complexes. C'est ce qui est l'objectif final. Donc, c'est pas tant, en fait, ce qu'on va vous challenger, par contre, c'est le choix des outils. En disant, oui, mais on a fait un choix sur ChatGPT, et là, depuis 3 mois, maintenant, c'est Gemini qui est le mieux. Ouais, et dans 3 mois, ce sera peut-être les Chinois, et puis dans 3 mois, ce sera peut-être ailleurs. Et donc, ça, c'est le problème de la stabilité technologique aujourd'hui dans lequel on est. C'est que toutes les semaines, ça change tout le temps. Malgré tout, si vous commencez à avoir des usages un peu récurrents de différents IA génératives, vous verrez qu'il y a aussi des choses qui émergent, qui sont transverses aux éditeurs. Les assistants sont transverses aux éditeurs. Les fonctionnalités de Deep Research sont transverses aux éditeurs. Donc, vous prenez chez Gemini, ChatGPT, Mistral, Wiki de droit, vous avez des choses qui se répliquent parce que c'est une fonctionnalité qui est attendue, qui est produite chez l'un et qui est attendue chez l'autre. Il y a quand même pas mal de mimétisme technologique. Et puis, les choses qui pourraient les différencier, par exemple, parler de ChatGPT, c'est différent que Mistral ou que Gemini, c'est par l'usage que vous allez vous en rendre compte aussi, et parce qu'il y a aussi des valeurs d'éditeurs qui sont promues derrière l'usage d'une IA générative. ChatGPT va être plus cordial, plus chaleureux, plus interactif, naturel. Un Gemini de chez Google va être beaucoup plus verbeux. Il a une tendance à vous refaire tout de suite. Donc, c'est aussi par les usages qu'on s'en rend compte. Et comme je te le disais précédemment, changer ses habitudes de travail ne prend pas 2 heures. Sauf si vous êtes né vierge de toute méthode de travail et toute méthode d'apprentissage, ce qui fait que vous n'avez pas 35 ans, en fait. Vous avez 4 ans et demi, c'est l'âge de ma fille. Elle, je peux lui faire croire ce que je veux dans la méthode pédagogique, en fait, elle croira, c'est la vérité. Donc, en fait, la migration de vos habitudes professionnelles met du temps. Et que ce soit, encore une fois, dans ChatGPT, Gemini... Et on en revient, il y a aussi les IA plus traditionnelles qui restent aujourd'hui pour faire de la prédiction de vente, du churn, de l'analyse de persona. Voilà. Donc, moi, au contraire, je dirais mieux vaut commencer tôt parce que à la vitesse où ça va, on vous donne aussi les capacités de veille, d'analyse, de regard critique, d'avoir une autonomie, hein, parce que évidemment, notre secteur bouge vite. Et donc, c'est vrai que si vous ne suivez pas, par contre, les choix que vous aurez faits en disant, bon, bah, j'ai figé mon choix sur ça, est-ce que dans 3 mois, c'est valable? Probablement. Est-ce que dans 9 mois, ce sera valable? Peut-être plus. Ça, je ne sais pas. Ok. Si je peux me permettre, Marc, ça fait partie pour répondre à la question de Maxime. Ça fait partie du cours. Moi, c'est une partie que j'ai adorée. C'est, je ne sais plus comment s'appelle la section, mais comment on apprend à chercher et à valider l'info et à être autonome dans notre veille, quitte à créer d'automation d'ailleurs. Pour ça, moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, ça fait partie du job. C'est une formation, donc c'est pas un blanc-seing pour, comme disait Marc, dans 9 mois, 9 ans. Il y a une partie, et puis les cours, c'est pour ça que je vous disais que pour 2 heures de cours, vous allez mettre 2 heures à réviser certains trucs, parce que dans chaque slide, il y a un nombre de liens qui permettent d'aller chercher des articles, qui permettent d'aller chercher des sites où on trouve de l'information validée ou à contre-validée, etc. Et il y a un cours, je sais plus comment il s'appelle, Marc, le cours où à nous d'être autonomes pour aller chercher les informations et nous débrouiller tout seul. Moi, C'est un je sujet l'ai qui est automatisé, par exemple. c'est un sujet qui est clé aujourd'hui, hein, c'est savoir être informé d'actualité, mais en même temps, vu l'actualité, il va falloir faire du filtre, hein, parce que Ouais, sans être noyé. sinon vous êtes noyé, et même si vous faites du filtre, vous allez voir, vous avez un problème d'ingérer l'information et de la... C'est une chose de l'écouter, c'est une deuxième chose de la maîtriser et de la manipuler. Donc, Ok, merci bien. Je passe la parole à Guillaume. À vous, Guillaume. Dans un endroit où la connexion est pas bonne, donc je vais pas mettre ma vidéo. Très bien. Donc j'ai bien compris que l'audience cible, c'est les managers en poste dans d'autres fonctions que la fonction, on va dire, IA.
est-ce qu'en même temps, cet executive master peut préparer et rendre crédible pour des positions de l'IA? Donc, on voit qu'il y a des nouveaux métiers liés à l'IA qui sont en train d'exploser. Donc, est-ce que ça rend crédible pour ces métiers-là aussi, ou c'est vraiment limité à des managers d'autres fonctions pour qu'ils puissent intégrer l'IA dans leur périmètre? Quand vous dites les métiers qui sont en train d'exploser, vous pouvez m'en citer parce que c'est juste ce que vous avez en tête. Oui, je regardais, il y avait Product Owner de l'IA, il y a tout ce qui est Data Scientist, il y a tout ce qui est, faut que je retrouve, j'avais fait une liste. Tout ce qui est compliance et ethics, c'est lié à l'IA. Voilà, tous ces métiers-là qui sont vraiment très, très spécifiques au monde Là, on a une de l'IA. personne qui avait un background juridique, un peu plus juridique, et qui est partie en compliance de l'IA. C'est lié aussi peut-être à vos backgrounds. C'est-à-dire que si vous avez déjà une composante, comme disait Abdelaziz, il avait une composante X déjà identifiée, on va rajouter une surcouche IA, donc ça fera X plus IA. Voilà, donc ça peut être une manière aussi d'aller toucher autre chose que la partie purement managériale. Nous ne formons pas à pratiquer, mais nous avons des formateurs qui sont tous des praticiens. Donc, ils sont tous ingénieurs ou docteurs en IA. Et donc, à un moment, s'il y a besoin d'aller faire un peu de deep dive, on le fait pas pour des questions d'accessibilité à tous, mais on a toujours deux, trois uluberlus que j'ai déjà rencontrés une fois sur deux en Normandie, qui me disent ah, mais moi, tu sais, j'ai installé mon truc sur mes GPU à moi, j'ai fait mon propre RAG. Franchement, je pensais que c'était simple et ça ne l'est pas. Bah non, ça ne l'est pas. C'est bien pour ça qu'il y a encore des gens qui bossent là-dessus. Et, euh, et donc, c'est des gens qui vont faire des deep dives hyper techniques et profiter des permanences pour rentrer. Bah, tu as vu sur mon optimisation de mémoire, ça marche pas. Enfin, je vous fais des. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui pratiquent. Maintenant, est-ce que les gens reconnaissent ça? Bah, on est en France, hein. Le sacre-saint diplôme compte, mais on aime aussi les continuités de parcours, on aime un certain nombre de choses dans la culture française, qui fait que c'est intéressant pour moi parce que en fait, ça va démontrer il faut démontrer la compétence et la capacité de résoudre, qui de toute façon pour moi devient primordial puisque l'IA générative fait des beaux rapports et fait des belles présentations. Donc, ce qu'on va attendre pour moi le jour où on passe des entretiens, c'est bah, montrez-moi comment vous résolvriez le problème avec une IA. Et ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat, c'est le processus qui a permis d'y arriver. Et que vous ayez un background technique, de toute façon, comme les agents IA développeurs ont gagné les derniers concours de développement logiciel cet été face aux meilleurs développeurs humains. Honnêtement, c'est pas votre compétence de dev que je vais évaluer à rang 1. Et si vous n'avez pas de background dev, je m'attends pas à un regard critique en 2 semaines ou en 6 mois. Il faut avoir de la seniorité, donc ça, vous n'irez pas à l'encontre. Par contre, penser des produits de demain avec du fast coding, avec des IA génératives, ceux qui ont des backgrounds de dev ont peut-être plus de difficultés, comme on explicitait tout à l'heure, parce que vous avez quand même une évolution de votre métier qui se fait structurellement en 3 ans et que vous n'avez peut-être pas anticipé. Donc, il faut jouer ça comme un avantage. Vous n'avez pas, dans certains secteurs, de méthode ou de process ou d'habitude. Et donc, vous pouvez vous approprier des nouvelles méthodes de travail qui seront plus en frein pour des personnes qui ont de la seniorité et un regard critique. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Je passe la main à Guillaume maintenant. Non, c'est moi qui venais de l'avoir. Je pense que vous la passez C'est à vous qui venez de Lionel. l'avoir, oui, d'accord. Très bien, merci. Alors, maintenant, je ne passe non pas la main, mais la parole à Lionel. Oui, bonsoir. Alors, j'aurais 2 questions. La première, c'est quelle est la proportion en fait entre les travaux pratiques et les cours théoriques? Et puis ma deuxième question, c'est est-ce que les IA agentiques sont abordées également pendant les cours? Le ratio, la pratique en distanciel avec 25 personnes connectées, donc on est sur des promos 20-25 à peu près. On essaie de pas trop dépasser pour que ce soit quand même sur des outils donc d'IA générative. En live, c'est pas nécessairement des plus évidents. On a par contre quand même quelques sessions de travail adaptées. Je pense que Isabelle et Emmanuel pourront vous faire plus de témoignages sur la partie pratique en live ou en différé, parce qu'il y a quand même aussi un temps de travail à la maison.
Et moi, de toute façon, j'ai envie d'encourager, ce que je pense que vous avez dû le comprendre, l'usage maladif de l'outil, au détriment de prendre après un regard critique, profiter d'avoir des humains avec qui vous pouvez échanger pour donner du regard critique, justement, des choses bizarres. On aborde les systèmes agentiques, évidemment, les systèmes multi-agents. On aborde D'accord. aussi comment les orchestrer entre eux, les faire travailler d'un Mhm. point de vue technique, mais aussi d'un point de vue organisationnel. Si demain vous avez 50 sous-traitants IAG qui bossent ensemble, se pose la question de est-ce que vous êtes fiable, confiant sur le fait qu'ils vont toujours bien bosser. Mhm. Et ça, en tant que responsable d'une équipe de 50 TPIA, vous êtes le manager, c'est pas moi. Et cette question donc je tourne évidemment à la ritournelle, elle pose des vraies questions de robustesse, de capacité, de où est-ce qu'on met des humains dans la boucle, comment je substitue partiellement ou totalement le travail d'un humain, et par conséquent, où est-ce que je mets mon ami l'humain dans cette évolution. Et vous vous doutez bien que tant bien même vous arrivez, on a des personnes dans la formation qui ont fait des systèmes comme ça, multi-agents en production. Mhm. Après, il faut le faire accepter par l'organisation, qui va vous dire, mais alors attends, c'est pas juste un prompt? Non, Michel, ce n'est pas juste un prompt. C'est une organisation de 10 IA qui bossent entre elles. Mhm. Mais c'est quoi la différence avec ChatGPT? Et donc après, il y a aussi la réalité du terrain. C'est que là, quand vous retournez face à un marché qui est encore assez novice sur ce qui se passe, vous allez avoir besoin de beaucoup de pédagogie. Tant bien même, vous savez faire beaucoup de choses. Les attentes sont pas toujours... les attentes de solutions et organisationnelles ne sont pas nécessairement en face de la capacité. Et donc, ça veut dire que vous êtes sur un marché à accompagner, à évangéliser en partie, ce qui nécessite d'autres compétences plus humaines. Mhm. Ben, je vous remercie, vous avez Pour parfaitement répondu répondre à à mes la questions. question de TP, pas d'agentique, mais de TP, il y a deux façons. Il y a, la première chose, c'est que nous, on avait réclamé un peu plus de TP et l'équipe de Marc a répondu favorablement. Ça fait que souvent, en fin de semaine, c'est-à-dire le jeudi, on avait une partie du cours qui était consacrée à des TP et grâce aux outils de conferencing, on peut se mettre en demi-groupe et après restitution commune. Et ça a vraiment été très, très apprécié. C'était vraiment du concret. Et la deuxième chose, c'est le fameux vendredi où je disais que c'était facultatif, mais moi je dis hautement recommandé. Après tout, vous êtes lancé, autant profiter de votre semaine. Et là, à nouveau, vous pouvez amener un cas que vous avez envie d'étudier, ou vous pouvez dire j'ai essayé d'utiliser tel outil, mais là je suis coincé. Et concrètement, on nous déverrouillait sur telle chose, hein. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais coincé dans mon process d'automation, et évidemment, le prof m'a dépanné sur ce point-là et ça a satisfait tout le monde. Donc voilà, pour répondre à la question. Et puis je rejoins Marc. Ah, je suis désolée, hein, mais il y a du travail. Il y a du travail. Et Mhm. plus on joue, plus on comprend. Enfin, je suis désolée, hein, mais l'académie ne suffira pas. Ou alors, moi, j'ai pas ce cerveau-là. Donc, il y a un moment où il faut y aller, quoi. Vous suivez le cours, c'est bien. Et puis, vous le faites, bah, là, vous vous apercevez que, ah, finalement, j'ai peut-être pas tout compris. Et votre métier, comme disait Marc, va vous permettre, au contraire, d'avoir des fulgurances et des raccourcis que votre teammate n'aurait pas forcément. Mhm. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ça vous soulagera de lire tous les posts indigents sur l'IA. Au moins, vous maîtrisez le truc. Enfin, moi, ça m'a sauvé cette histoire. C'est ce que je viens chercher. Bien. Ben, je vous remercie, Et Marc et ben, Isabelle, voilà, pour vos vous réponses. demanderez, alors, vous demanderez encore plus de TP. Mais c'est à vous. Merci. Enfin, dans ce que je viens de dire, c'est que c'est là où vous êtes acteur. C'est-à-dire, si personne, enfin, je sais pas, Marc, tu confirmes, mais euh, les profs sont excellents parce ils ont un niveau stratosphérique, ils ont la gentillesse de nous faire croire qu'on est intelligent et se mettre à notre niveau. Et donc, on apprend. C'est le but. Mais si c'est pas vous qui demandez concrètement pour vous et vous pratiquez, vous dites pas je suis coincé, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est un exec, quoi, hein. C'est pas la maternelle. Enfin, Mhm. Mhm. j'ai entendu la fille de Marc qui a 4 ans et demi. Bon, on n'a pas 4 ans et demi. Donc c'est Mhm. aussi à vous de pratiquer, de demander ce qui est nécessaire pour vous, si je puis me permettre. Philippe me Merci. trouvait sympathique jusqu'à présent et un peu moins maintenant. Merci à vous deux. Et puis peut-être une dernière question, parce que je vois que bon, on a passé du temps, mais c'est que vous êtes intéressé. Jean-Baptiste, vous avez une question aussi. Oui, bonjour. Je me demandais, en fait, vous parliez
tout à l'heure, vous disiez qu'en fait, c'était une formation qui était adaptée au profil non technique, normalement. Vous avez parlé quand même du fait qu'il y avait pu avoir des DSI présents dans la formation. Bon, ce qui est mon cas, c'est une formation qui m'intéresse, mais je voulais savoir si elle est bien, si je correspond bien au profil cible de ce type de formation. Autre question, moi, dans mon cas personnel, je vais rentrer dans une période de transition, en fait, dans un peu plus d'un an, un peu moins d'un an, pardon, à partir du mois d'août, on va dire 2026. Pour moi, deux questions. Quelles sont les dates en fait de formation? Parce que vous avez montré le calendrier qui était celui de la prochaine session, là, qui démarre là, à partir de janvier. Est-ce que vous auriez des créneaux d'enregistrement et de formation sur cette période, à partir de septembre prochain? Et est-ce que le fait d'être justement dans une période de transition peut poser problème dans le cadre du projet Fil Rouge, si on n'a pas de cas, on va dire, pratique immédiat en entreprise dans lequel mettre en place? Moi, je peux répondre sur la partie transition. Vous n'êtes pas le seul, et ça fait partie d'une partie des rangs de nos effectifs d'être personne en transition pro. Vous avez un background, donc nécessairement, si vous partez vous avez 3 options, vous mettez à votre compte, vous montez une startup nation où vous recherchez un emploi. À un moment, il va falloir faire des choix, et dans tous les cas, il va falloir valoriser l'ancien plus le nouveau. Et une des manières de démontrer à un employeur, quel qu'il soit, votre capacité, encore une fois, ça ne va pas lui envoyer un bon rapport, parce que je pense qu'il aura compris, ça sera illimité, ça sera votre capacité à comprendre. Donc je voyais quelqu'un qui dit une remarque intéressante, en disant, imaginons que vous êtes arrivé à l'étape d'après, vous cherchez un poste, vous avez votre background, vous avez la vision IA, vous pouvez chercher des boîtes et leur dire, voilà, ils sont là, les pain points, voici les solutions, voici les coûts, voici comment on y va. Alors certains vont dire, oui, mais vous avez bossé gratos, faire une étude. Oui, ou inversement, côté employeur, vous avez trouvé quelqu'un qui a compris vos problèmes et qui a l'air d'être en capacité. On a les besoins dans les deux sujets, hein. C'est-à-dire que les employeurs cherchent des collaborateurs qui comprennent et qui sont en capacité de faire. Et puis, vous avez besoin de démontrer. Le problème, c'est que le canal s'est bruité actuellement avec les LLM, c'est que les CV sont tous sexy, les lettres de motifs sont toutes générées, les rapports sont tous super cool. Donc moi, je profiterai de la compétence et du temps qui est de la transition pour être proactif, pour démontrer à des sociétés et peut-être d'aller. Vous avez la chance aussi d'avoir une fonction métier qui est relativement transverse à beaucoup de boîtes. DSI, on en a quand même besoin normalement à peu près partout, surtout à l'avènement de l'IA générative, à qui on va filer le bâton de pèlerin en disant, il n'y a rien compris à ce qui se passe. Ça pourrait être les DRH qui devraient récupérer la balle, mais en général, on les balance plutôt au DSI la balle, en disant, tiens, on voit ça comme un problème d'outil plutôt qu'un problème de change, ce qui est aussi un problème d'outil, mais aussi un problème de change. Voilà, démontrer à partir de ce que vous savez et ce que vous apprendrez, les nouvelles compétences et surtout les nouvelles capacités, et aller démontrer ça, si vous êtes dans la logique de salariat, d'aller démontrer vos nouvelles compétences dans un marché qui est aujourd'hui quand même assez lent à faire sa migration au vu des enjeux, de la rapidité. Donc, savoir aussi faire un pas sur le côté, c'est une capacité d'aller plus vite que quand vous êtes dans le carcan de votre employeur qui avance à la vitesse d'un escargot dans une transition qui, elle, est exponentielle. Mais voilà, il faut savoir développer les argumentaires aussi Voilà, donc ne plus être en poste, ce n'est pas un problème en soi, pour répondre à votre question. D'accord. Et concernant le calendrier? Alors, le calendrier, Jean-Baptiste, en fait, là, si on parle de la session de février, donc en fait, on démarre début février jusqu'au fin juillet, pratiquement 24 juillet pour la partie des cours. Ensuite, la soutenance se déroule le 24 septembre. À savoir qu'après, il y a une autre session qui démarrera en septembre 2026 pour se terminer en mai 2027. Voilà, il y a 2 sessions par an en fait qui se croisent comme ça. D'accord. Donc septembre 2026, et à partir de quand commencer à postuler au niveau des inscriptions, etc. Alors pour septembre 2026? Pour septembre, oui. Pour l'instant, ça n'est pas encore ouvert pour ça. Par contre, dans l'absolu, rien ne vous empêche de postuler maintenant pour passer les entretiens.
et puis de demander ensuite à reporter votre candidature sur la session suivante. Vous l'aurez déjà validé, ça vous laisse aussi le temps de valider votre plan de financement et tout ce qui va autour aussi. Donc on peut aussi traiter ça. D'accord, il n'y a pas de blocage pour démarrer dès maintenant des. On a des gens qui arrivent pour cette session et puis qu'au fil du temps, finalement, nous disent je serai prêt plus tard ou pour tout un tas de raisons, donc on sait le gérer. Oui, merci. Bien, bon, il est 20h, donc on a été. Tout le monde a eu pas mal de questions à poser. Mais écoutez, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion des uns et des autres. En tout cas, je remercie tout le monde et nos animateurs, Isabelle, Marc, Emmanuel, et puis tous les participants pour les questions et les marques d'intérêt. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez postuler d'ores et déjà. Les dossiers, les candidatures sont ouvertes à partir du site. Et puis, vous allez recevoir le replay et nous vous enverrons aussi des informations justement pour candidater avec les liens et toutes les informations. Et donc, Elisabeth Benotto et moi-même sommes aussi à votre disposition pour aller plus loin. Merci, bonne soirée, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Elise. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.